Alors on va attaquer cette dernière table ronde. Alors il y a un petit paradoxe à demander au moins régional de l'État, puisque je suis absolument pas un spécialiste de l'océan Indien, mais ça doit être un dernier trait d'humour des organisateurs de David Mété et du docteur Cathy Pomard d'avoir demandé donc à l'étranger absolu de l'océan Indien d'animer une table ronde dont le titre, je vérifie bien, c'est le renforcement de la coopération régionale en termes de lutte, d'harmonisation des droits et de prise en charge. Mais ceci dit, le début de discussion que vous venez d'avoir en prenant des modèles sur ce qui se fait ailleurs va justifier un petit peu le lancement que je vais faire de cette table ronde. Effectivement, cette question de faire travailler ensemble des pays ou en tout cas des régimes juridiques qui sont différents, qui ont des abords différents de telle ou telle substance, qui ont des abords différents de l'appréhension de la question juridique des élections, c'est pas propre à l'océan Indien. On a eu ce même problème au sein de la communauté européenne, où on n'a pas mis en place la réduction des risques et les traitements de substitution à la même vitesse, et donc à chaque fois, y compris sur les questions très pratiques qui se sont posées de départ en vacances, de circulation de personnes, on a dû petit à petit aménager et trouver des façons d'aménager des solutions. Alors on va donc reprendre entre ce qui vient de démarrer un peu de débat et puis la table ronde qui sera la table ronde conclusive, et donc un peu, ça facilite encore plus l'enchaînement, un peu dans la suite de ce qui vient d'être dit, et j'avais proposé à Bruno Mellet donc d'ouvrir le bal en posant un peu le cadre de ce qui peut être un travail sur une zone géographique, avec cette particularité qu'ici, et c'était là un hommage à notre collègue Xavier de Bonaventure, c'est une zone qui est une zone essentiellement maritime, contrairement à l'Europe, où on travaille sur un territoire terrestre. Et donc, comment on fait et comment on peut penser cette coopération? Donc merci. Donc je vais me joindre aux remerciements de tout le monde sur les organisateurs, mais je voudrais aussi remercier l'auditoire qui depuis 2 jours est toujours fidèle à cette heure-là. Donc c'est pas toujours, c'était très dense, c'était très intéressant, mais félicitations pour être resté pour nous écouter encore maintenant. Donc effectivement, avant de parler de coopération, je vais vous exposer un retour sur mes missions anciennes, parce que j'étais conseiller régional de coopération santé à Madagascar, ce qui est le cadre général de la coopération en santé portée par la France, et puis qui peut servir de toile de fond sur les modèles de coopération qu'on peut construire ailleurs. Mais d'abord, il faut définir, essayer de savoir comment c'est construit, comment ça fonctionne. Donc, quand j'étais donc de 2008 à 2013 conseiller de coopération à Madagascar, basé à Madagascar, sur la zone océan Indien, donc je couvrais Madagascar bien sûr, les Comores, Seychelles et Maurice, et les coopérations régionales. On verra, il y a une subtilité dans les coopérations régionales ici avec la Réunion et Mayotte. Alors, la coopération, quand on parle de coopération, il y a plein de leviers possibles. Et une de mes missions, justement, c'était un peu d'articuler ces missions de coopération. Alors, quels sont les grands leviers de coopération qui existent? Alors, il y a ce qu'on appelle la coopération bilatérale, qui est un peu la coopération traditionnelle. Donc, la France appuyait traditionnellement certains pays en voie de développement. Ça a été l'historique de la coopération avec le ministère de la coopération, dans lequel j'ai eu à travailler pendant une quinzaine d'années dans les pays africains. Après ça est arrivé progressivement ce qu'on a appelé la coopération multilatérale. Donc sortir du côté bilatéral, la France un peu condescendante qui est un pays, pour mettre dans des fonds communs, donc c'est ce qu'on a appelé la création dans la fin des années 90 du Fonds mondial. Donc là, on a basculé un peu dans les manières de faire. Le Fonds mondial qui intervient sur le sida, sur la tuberculose et la lutte contre le palu, donc 3 grands thèmes de pathologie. Il y a aussi le fonds Gavi sur la vaccination, puis un fonds qui s'appelle le fonds Muscoca, davantage sur la santé de la mère et de l'enfant. Le grand tournant du début des années 2000, ça a été cette bascule où on passait de 70% de coopération bilatérale et 30% de multilatérale à l'inverse maintenant, l'essentiel des moyens de la coopération française est dans le multilatéral. Le troisième type de coopération est ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Donc, vous avez entendu, vous venez tous de quelque part, on vient tous d'une ville ou d'une région ou d'un département. Donc, de leur propre initiative, il y a des jumelages et on crée des coopérations autour de ça. Donc là, on peut aborder la santé, pas la santé, mais c'est aussi un outil de coopération.
Et le dernier grand pivot, c'est tout le travail des ONG, qui sont des acteurs aussi, donc qui sont portés sur des thèmes. Et c'est l'ensemble de ces choses-là qui arrivent un peu en ordre dispersé, que j'ai essayé de rapprocher pour qu'il y ait un peu de cohérence locale. Alors quand on parle de coopération décentralisée, ici à La Réunion et à Mayotte, il y a ce qu'on appelle, comme si c'était un État, ils ont des moyens, ils ont un fonds de coopération spécifique. Donc c'est un outil qui peut être utilisé et mobilisé, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Alors sur les thèmes dont j'ai parlé, qu'est-ce qui peut croiser un petit peu nos thèmes de l'addiction? Donc effectivement, sur le Fonds mondial, quand on a travaillé sur le sida, nos amis mauriciens l'ont très bien expliqué, et Seychellois aussi, parce que la copie conforme avec 10 ans d'écart relayait ce qui se passait à Maurice au niveau de l'épidémie de sida, et une courbe très importante de cas de sida due aux usagers de drogue. Donc en fait, sur les fonds mondiaux, on a pu travailler spécifiquement à l'appui sur la réduction des risques. Vous voyez, donc par le biais du sida, c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser cet argent. Mais dans le cadre général, on n'a pas de thème spécifique sur les addictions pour l'instant dans la région, dans ces différents thèmes de coopération. Alors, donc là, je vous ai dépeint le décor de ce qui peut être fait en coopération santé, ce qui est ma spécialité. Moi, je suis médecin de santé publique. Mais au niveau des ambassades, sur les sujets plus législatifs et répression, il y a aussi un attaché défense, dont le rôle est de travailler en coordination au niveau de la zone océan Indien sur le côté répression et le suivi de tout ce qui est trafic et usage. Je l'ai découvert un peu tard, parce que vous êtes comme partout, voilà, d'un étage à l'autre, on se parle pas beaucoup. J'ai découvert un peu tard, après moi, que je rencontrais les gens de Maurice, j'allais aux différents séminaires CUT sur la réduction des risques, et après ça, je m'aperçois que mon collègue, 3 bureaux plus loin ou 2 étages plus haut, je sais plus, allait aussi là-bas rencontrer les gens de la répression. Donc je trouvais que c'était un peu dommage, mais bon, dans un parcours de 4 ans dans une ambassade, j'ai pas eu le temps de rectifier le tir pour faire des missions communes. Alors, ça, c'est le panorama général de la coopération. Donc, quand on revient ici, puisque c'est le thème, d'essayer de voir par où on peut sortir pour développer la coopération, on a différents outils. Alors, il faut savoir qu'au niveau de chaque ambassade, on a ce qu'on appelle le Fonds social de développement. Donc, il y a une enveloppe qui est disponible, dont la mission est de faire émerger les associations, faire monter en puissance les associations locales. Donc, c'est bien de savoir que, in situ, si on veut s'appuyer sur des associations qui travaillent sur la prise en charge des toxicomanies, on peut les appuyer de l'intérieur. Encore faut-il les rencontrer, je vous expliquerai après ça tout à l'heure. Bon, en fait, vous expliquer tout de suite, il faut peut-être aller rencontrer à un moment ou à un autre la personne qui m'a succédé, donc comme conseiller de coopération régionale, et discuter avec elle, parce que ce fonds de coopération, ce fonds social de développement, il n'est pas spécifique à la santé, Donc, dans le milieu de la coopération et des ambassades, il y a une hyper représentativité des gens du monde de l'éducation et de l'éducation nationale. Donc, c'est toujours un peu difficile de pénétrer, de faire remonter des projets santé. Mais voilà, au niveau local, émergence de la société civile, il y a un fonds spécifique qui est dédié à ça, sur lequel on peut s'appuyer. Le deuxième outil, donc là, je ne sais pas qui représente la préfecture ici. De Mayotte. Bon, voilà. Donc, au niveau des préfectures, c'est souvent, il y a ce qu'on appelle le fonds de coopération régionale. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une spécificité. Comme un petit État, Mayotte a son fonds de coopération et la Réunion a son fonds de coopération régionale. Donc là, c'est un outil très intéressant pour vous. J'en ai déjà parlé à plusieurs des partenaires qui sont ici, parce que sa mission, c'est toujours un petit peu condescendant quand on est en coopération, c'est de favoriser l'expertise française et le soutien aux pays voisins, comme si on était seul à avoir la science, mais bon, c'est quand même bien utile d'avoir ce fonds et on peut construire des coopérations. Alors, on a ici de l'argent pour aller au-devant et on a à l'intérieur de l'argent pour faire fructifier à l'intérieur. Donc ça, c'est quand même des outils intéressants à développer. Donc moi, je verrais très bien en prémisse du travail du réseau sur lequel vous voulez travailler, essayer de développer ce thème sans ce que j'expliquais tout à l'heure à Patrice. On commence pas par dire on veut faire un réseau. C'est bien de commencer par nourrir ce qui va faire un réseau. Donc avec ce fonds de coopération, on peut avoir déjà des interventions de coordination, de rencontres régulières, et après ça, on pourra avancer plus loin. Alors, où avancer plus loin? Donc c'est la COI. Alors effectivement, au niveau de la COI,
Donc, je sais pas si c'est une instance qu'on s'appelle, comme il y a la communauté européenne, il y a la communauté des pays de l'océan Indien. Donc, tous les ans, je crois que c'est les premiers ministres ou les ministres des Affaires étrangères se rencontrent et puis ils définissent des thèmes prioritaires, d'organiser un petit peu au niveau de cette communauté, comment ça doit fonctionner. Et on peut être porteur de projets à ce niveau-là. Donc, dans un deuxième temps, de manière conjointe, on peut aller au-devant de la COI et essayer d'aller porter un projet de réseau addicto océan Indien. Donc, ça existe. Je vais vous prendre un exemple. Il y a du temps où j'étais dans ces fonctions-là, il y a un réseau de surveillance épidémiologique de l'océan Indien qui s'appelait SEGA RSIE. Donc, qui justement, suite à l'épidémie de chikungunya, s'est construit. Chaque pays est représenté. Il y a tout un travail d'échange de données, il y a tout un travail de soutien dans les interventions, et donc c'est très avancé. Il en est à sa deuxième et bientôt troisième phase, donc ça doit faire 6-7 ans qu'il fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien. Il est financé par l'Agence française de développement. Donc ça c'est le côté français du financeur, mais du temps où je faisais ce travail, il y avait un projet aussi qui était justement sur la lutte contre le sida, qui était financé par la Banque africaine de développement. C'est-à-dire que la COI, elle s'est allée frapper chez d'autres bailleurs de fonds, on n'est pas simplement dépendant de la coopération française. Cependant, à mon avis, il y a peut-être une opportunité dans le temps, on est donc dans les prémices d'une réflexion d'un réseau autour des addictos, à mon avis, qui est très porteur de sens, et on peut travailler les premières étapes avec les outils dont je vous ai parlé, et dans un deuxième temps, arriver à un projet COI, en sachant que le projet SEGA RSIE, troisième phase, logiquement, ça doit s'arrêter après. Il doit être autonome et rouler de lui-même. Donc peut-être qu'on arrive dans un bon timing pour bien se préparer et construire un projet de ce type, à mon avis. Voilà. Merci. Alors, merci de cette présentation. Merci de cette présentation qui pose un certain nombre d'outils et d'indications stratégiques sur la table pour commencer à faire réseau. Et si je peux me permettre, pour jouer mon rôle un peu de passeur de parole, ce qui est intéressant dans ce que vous rappelez, c'est que il y a des outils, il y a même des possibilités budgétaires de le faire. Après, pour faire réseau, faut arriver à mettre autour de la table ces personnes qui n'ont pas au jour d'aujourd'hui les mêmes pratiques, sans les mettre en torsion, en les mettant en complémentarité, en leur permettant de partir chacune de leurs pratiques professionnelles. Alors, je me tourne vers deux partenaires potentiels. Il y en a une, vous avez presque dévoilé ce que vous alliez dire dans la fin du débat. Voilà. C'est le monsieur qui l'a dévoilé. Merci, monsieur. Le jeu. Alors, du coup, je vais donner la parole en premier à celui qui a gardé peut-être une part de secret sur ce qu'il pourrait mettre dans le début de réseau, et puis on reviendra vers vous, et on repartira pour nos deux autres interlocuteurs. Monsieur le juge. Oui, merci. Renforcement de coopération régionale, harmonisation des droits, prise en charge. Je pense que nous tous ici et tous les pays de la région, nous allons dans cette même direction, mais pas à la même vitesse. Quand je prends compte que l'harmonisation des droits, ça peut être un peu plus dur, parce que comme on a entendu, les Seychelles et Maurice, nous sommes plus ou moins anglophones, et toutes nos lois et procédures sont en anglais. Et encore pour les Seychelles, nous approchons encore un peu plus de procédures anglophones, parce que même dans nos lois criminelles maintenant, nous allons intégrer encore un peu plus les pratiques anglophones pour faciliter les affaires. Donc peut-être là, il y aura beaucoup de choses à faire. Mais ça, c'est pour Kobo, Madagascar et les autres qui sont plus ou moins francophones. Il faut savoir comment on pourra harmoniser sans changer. Donc ça c'est quelque chose à faire. C'est pas trop dans mon domaine parce que moi, ordinairement, je suis arbitre et c'est l'État et l'accusé qui font les débats devant moi. Mais je pense encore, à mon avis, que c'est quelque chose de bon. Toujours, si nous voulons combattre contre des crimes, des abus de stupéfiants, des
et nous voulons aider les autres qui sont tombés en utilisation de drogue, et nous voulons les retirer, les aider. Ils sont un peu plus vulnérables, mais tous les peuples de la région sont les mêmes, même si on est anglophone ou francophone. Quand on a pris de la drogue, on fait face avec les mêmes conséquences, et la façon de se retirer, c'est plus ou moins la même. Alors, il y a beaucoup d'espace pour travailler ensemble pour arriver là. Mais si nous allons chacun dans son direction, alors c'est comme nous allons réinventer les roues qui est déjà là. Alors il faut apprendre les uns contre les autres pour arriver à notre destination. Voilà, merci. Merci. Effectivement, vous rajoutez ce point qui avait été évoqué, hein, la différence entre le droit anglais, anglophone et le droit francophone. Et on aurait pu retrouver ça dans le débat sur les expériences de drogue courte qui étaient évoquées, hein, où du coup la façon de mener le procès, de mener le jugement change et va parfois créer des problèmes supplémentaires dans les mises en œuvre de politiques communes. Et donc, c'est une raison de plus de faire réseau, et c'est une raison de plus de se mettre ensemble dans une zone commune. Et donc je passe la parole à votre voisine qui va peut-être dire et compléter les premiers éléments de réponse qu'elle a apportés. Oui. Je vais prendre l'exemple d'un réseau créé par l'ONUDC. C'était aux Seychelles 2 ans de cela, et à une réunion, il a été proposé la création d'un Prosecutors Network, c'est-à-dire un réseau regroupant les procureurs de la région. Et par la région, c'est la région de l'Afrique du Sud qui s'étend jusqu'au Singapour et même le Pakistan. Et le but de ce réseau, c'est de regrouper des procureurs pour, par exemple, partager les informations, travailler, c'est-à-dire faire des propositions aux législateurs pour harmoniser les lois et promouvoir la formation des enquêteurs et procureurs pour combattre les crimes transnationaux, et aussi s'engager avec d'autres acteurs qui participent déjà à la lutte contre les stupéfiants. Et moi, je voudrais justement proposer la création d'un réseau similaire pour la zone de l'océan Indien. On a déjà la COI, on a déjà les Jeux des îles, et pourquoi pas pas seulement les procureurs, mais aussi les juristes. On peut tous se mettre ensemble et travailler pour partager les informations, parce que comme j'avais pris l'exemple que de nos jours, il n'existe peut-être plus de crimes domestiques. Tous les crimes sont transnationaux. Les drogues arrivent à travers la mer ou l'air, donc il faudrait peut-être voir ce problème d'un œil transnational. Et il y a déjà dans l'océan Indien un modèle qui a marché, qui a fait ses preuves. Ça existe aux Seychelles, c'est le Regional Center of Intelligence Coordination for Counter-Piracy. Et ce centre régional permet aux juristes de la région de travailler sur les données concernant les crimes maritimes, mais surtout la piraterie, mais qui n'est plus d'actualité de nos jours. Et moi, mon intervention, c'est d'inviter à la réflexion d'une création de ce réseau, et bien sûr une réflexion à quels seront les termes de ce réseau, comment travailler. Donc c'est ça, je vous invite à la réflexion. Merci. Alors on va passer, je crois, donc à Monsieur Brian Touré, qui est chargé de mission à la Mildeka et qui représente le sous-préfet de Mayotte qui n'a pas pu venir. Effectivement, merci. Je voulais faire un petit focus sur ce thème, sur la question spécifique donc des saisies et de la chimique. Alors déjà, pour rappeler un peu le contexte là, sur la politique publique en matière de sécurité,
Vous le savez, par rapport au contexte de Mayotte, l'ensemble des forces de sécurité est surtout concentré sur les phénomènes de la lutte contre l'immigration clandestine, lutte contre les cambriolages, les violences urbaines, qui sont vraiment le cœur de l'action des forces de l'ordre. Et effectivement, bien sûr, la lutte contre les stupéfiants est forcément une priorité qui est reléguée par rapport à ces autres priorités. Pas de brigade des stupéfiants sur notre territoire, ni par exemple de brigade de prévention de la délinquance juvénile. Donc effectivement, des outils qui sont pas encore développés pour travailler sur la question des saisies de stupéfiants. Néanmoins, quand on regarde les chiffres, notamment ceux par l'ORS, qui a pu les récolter auprès des forces de l'ordre, on est quand même sur des chiffres assez importants en matière de saisie. Alors par exemple sur le bangui, qui est la drogue la plus saisie, selon les chiffres de l'ORS, plus de 113 kilos qui avaient été saisis en 2015. Et si on se centre vraiment sur la question de la chimique en tant que telle, qui se développe depuis les années 2010, on a eu par exemple 170 grammes de produits purs saisis en 2016 et déjà plus d'un demi-kilo en 2017. Donc malgré l'absence de ces outils traditionnels de lutte contre les stupéfiants, on est quand même sur déjà des chiffres de saisie qui sont relativement importants. Et donc là, j'en viens justement sur la question de la coopération régionale. Effectivement, Mayotte est une île, au cœur du canal du Mozambique. Pour tout ce qui est bien sûr bangui, on pense tout de suite à l'archipel des Comores et à Madagascar, qui constituent forcément des biais d'entrée assez importants. On a également d'autres entrées, que ce soit par les colis postaux ou justement tout ce qui est conteneur, tout ce qui est l'entrée de la chimique, donc par voie postale, par conteneur, tout ce qui est également cigarettes de contrefaçon, et que s'il y a un biais d'entrée assez important. Donc forcément, quand on réfléchit à la thématique de la coopération régionale, forcément elle doit s'inscrire après dans les structures existantes comme la CEI, mais se pose bien sûr la question, et le contexte de Mayotte on comprend assez rapidement, notamment avec les Kwassa qui chaque jour donc arrivent sur Mayotte, à la fois donc emmenant des personnes mais aussi des biens, alors au mieux des ébus, mais au pire de la chimique ou du bangui. Donc forcément, si on doit envisager aussi une coopération régionale avec les Comores, se pose tout de suite la question après des relations diplomatiques forcément tendues entre le gouvernement comorien et Mayotte. Et on voit très récemment avec après la feuille de route qui avait été négociée entre le ministère des Affaires étrangères et donc le gouvernement des Comores, on a vu tout de suite cette levée de bouclier au niveau de Mayotte, rien que déjà sur la question effectivement des visas d'entrée entre les Comores et Mayotte. Donc effectivement, la question ensuite du transfert de biens, et donc du contrôle des marchandises, forcément va se heurter après à ces questions diplomatiques et de coopération entre Mayotte et les Comores, qui sont les principales voies d'échange entre les territoires de l'océan Indien et Mayotte. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors, Madame la commissaire. Merci. Donc, je vais faire assez rapide. Les forces de l'ordre, j'associe la gendarmerie à mes propos, participent à la coopération régionale au sein de la commission de l'océan Indien, au sein de laquelle quelques dispositifs sont mis en place. Il y a encore énormément de choses à développer. Je pense que vous l'avez compris. La première participation ou la première coopération qui est la plus évidente et généralement la première à mettre en place, c'est la coopération opérationnelle, c'est-à-dire en termes de formation, des échanges de formation, des policiers ou des douaniers réunionnais qui viennent à Maurice, ou des échanges en termes de renseignement. On peut aussi associer les collègues de ce secteur-là. Donc c'est ce qui est le plus facile, puisque il n'y a pas de lien d'autorité, de risque de déperdition, d'intervention dans les enquêtes et autres. Donc ça, cette coopération est déjà en place et fonctionne relativement bien. Elle est encore à développer, mais elle a le mérite d'exister. Pour la coopération plus judiciaire en termes vraiment de lutte contre les trafics, il y a quelques échanges qui sont mis en place, des échanges qui se mettent en place notamment avec Maurice ou avec les Seychelles, avec des points d'entrée, avec à la fois le directeur départemental de la sécurité publique qui est le coordinateur zonal de la coopération policière, et le
le colonel de la gendarmerie, qui lui gère effectivement toute la plateforme d'échange. Donc il y a vraiment une polyvalence, et sur les deux forces de police présentes à La Réunion, les échanges sont là, et les interlocuteurs sont identifiés. Pour la coopération en termes véritablement de lutte contre les trafics et contre les stupéfiants, je pense que les exposés, même si la volonté est présente, la limite qui est pour le moment atteinte est le respect, la différence déjà de système procédural, avec des différences qui sont assez marquées, de systèmes qui sont complètement pas complètement opposés, mais qui fonctionnent pas de la même façon, avec donc le respect, l'obligation du respect de l'instruction, donc l'obligation pour les policiers, comme je l'avais dit hier, les policiers, enfin les enquêteurs, quels qu'ils soient, policiers ou gendarmes, quand ils interviennent, ils font une enquête, ils sont toujours sous l'autorité du procureur de la République. Donc à partir du moment où on donne une information, un renseignement, ou on intervient dans une procédure judiciaire, on doit forcément passer par la coopération internationale, qui elle est assez normée, comme vous avez pu le comprendre, et donc passer par une demande d'entraide internationale. Donc même l'échange de renseignements ou d'informations vraiment opérationnelles et difficiles, c'est ce qui a été expliqué, avec effectivement la possibilité d'interpeller les gens et d'identifier les gens sur Maurice, et après la difficulté d'identifier la suite du réseau sur l'Afrique du Sud, eh ben on arrive aux mêmes difficultés entre Maurice et la Réunion, et inversement. Et pourtant les échanges sont quotidiens, plusieurs fois par jour, parce que les nombres de vols entre le Maurice ou les Seychelles et la Réunion sont quand même assez importants. Donc je pense que ce point est assez important, puisque comme ça a été expliqué par les collègues de Maurice, tous les témoins sont obligés de comparaître. C'est-à-dire que si un policier français réunionnais donne un renseignement à un policier mauricien, voilà, il est obligé d'être cité à comparaître et d'être cité devant le tribunal. Donc vous comprenez bien que ça pose tout de suite un problème, puisque ça pose une question de police, de politique étrangère, avec tous les risques que ça peut entraîner. Donc, alors qu'à l'inverse, c'est pas forcément vrai. Voilà. Les systèmes de procédure font que la justice sont pas, voilà. Une autre différence, je disais hier que la garde à vue pour les trafics de stupéfiants dure 96 heures. Je crois qu'à Maurice, les délais sont beaucoup plus longs. Non. Non. Voilà. Il n'y a pas les mêmes fonctionnements sur les délais de procédure, sur le suivi. Il n'y a pas forcément de juge d'instruction comme nous on peut connaître. Donc c'est vrai que les cadres d'enquête ne sont pas les mêmes. L'échange se fait. Commence à se faire, c'est aussi une volonté d'évolution politique de part et d'autre, commence à se faire, mais vraiment en termes d'information. J'insiste sur le terme information, c'est-à-dire que c'est une, je vais pas dire une news, quelque chose qui pourrait arriver sur un réseau social, mais qui n'est pas forcément vérifié, à la différence d'un renseignement judiciaire qui est vraiment quelque chose d'avéré. Donc c'est vraiment de la communication. Alors on en est au terme de l'échange, de communiquer sur certaines personnes, mais ça ne rentre pas en procédure. Et tout ça, dès que ça rentre en procédure, il faut que ce soit fait sous l'autorisation, voilà, d'un magistrat. Voilà. Donc le souhait effectivement est de développer cette collaboration, parce qu'effectivement les échanges sont assez importants. Alors c'est une affaire qui est encore à l'instruction et qui est gérée par les services de gendarmerie, donc je peux pas vous en dire plus que ce que je n'en sais, mais l'histoire effectivement du bateau qui a été interpellé à Sainte-Rose, dans le port de Sainte-Rose, rempli avec une quantité importante, qui est à destination de Maurice, effectivement, mais devant en lumière le fait qu'il faut pas se voiler la face. Effectivement, la Réunion est entre Madagascar et Maurice, donc forcément les échanges se font. Voilà. Donc en tant que service de police, la collaboration est possible.
la brigade des stupéfiants que nous avons la chance d'avoir à La Réunion, comme pour les services de gendarmerie, est tout à fait prête à collaborer, mais on en est vraiment... Je crois pas, monsieur. Je crois que le débat, il est complètement ailleurs. Je pense qu'on n'harmonisera pas la garde à vue à 96 heures, parce que je pense pas que les Mauriciens ou les Seychellois et les Malgaches soient d'accord. Alors, on va, si vous en êtes d'accord, laisser Madame la Commissaire terminer, et effectivement ensuite essayer d'emboîter les différents niveaux qui ont été donnés, c'est-à-dire les niveaux des différences de procédure juridiques dont il faut tenir compte, les niveaux d'articulation des pratiques policières, et puis ceux que le docteur Mellet avait évoqués, et ce qui devrait être l'intérêt de ce réseau, et là, je dirais un peu un des fils directeurs de ce qu'a ouvert cette discussion, la mise en commun des pratiques soignantes, mais effectivement, comme l'a montré ce colloque, le dialogue dans chaque État et dans chaque législation, dans chaque département ou dans chaque État, entre les pratiques soignantes et les pratiques judiciaires et les pratiques policières, c'est le cœur même de ce qui a été notre discussion, et c'est le cœur même de ce qui pourrait être le réseau. Donc les propres difficultés que nous avons, nous, en France, à articuler l'approche réduction des risques et l'approche pénale, il faut à la fois finir de la régler entre nous, et en même temps, et je crois que c'était l'invitation que vous faisiez les uns les autres, à travers des exemples très concrets de ces personnes qui circulent d'un lieu à l'autre, permettre que, par exemple, les traitements de substitution, permettre que, par exemple, des politiques de réduction des risques qui étaient évoquées par le docteur Mellet, qui ont fait leurs preuves au niveau international pour lutter contre les contaminations, soient elles aussi harmonisées et circulent elles aussi le mieux possible. Mais je redirais, et c'est pas une formule, mais mettre des personnes dans un réseau commun, c'est pas les mettre en torsion. Ça veut dire c'est accepter de partir, c'est ça aussi la réduction des risques, de là où sont les personnes, de là où est chaque pays, de là où est chaque pratique, et faire circuler à partir de là où ils sont, et là aussi, pas à partir de là où on voudrait qu'ils soient. On a appris à le faire avec les usagers, il faut qu'on apprenne à le faire dans nos propres pratiques à nous. Faire réseau, ce n'est pas mettre tout le monde tout de suite au même niveau, c'est mettre des personnes qui sont dans des postures différentes, dans des systèmes d'échange et dans des systèmes de communication. Madame la Commissaire, je vous laisse finir de décrire les opérations. Je vais être très rapide. Alors, je vérifie quand même l'intitulé, mais l'intitulé est bien les luttes. Donc, effectivement, je comprends bien que votre intérêt soit le soin, mais je pense que la partie répression, malheureusement peut-être à votre sens, mais le choix français, effectivement, est d'allier à la fois la répression et à la fois les soins. Alors, peut-être pas comme vous le souhaitez. Moi, je suis désolée, je suis pas là pour en débattre. Effectivement, faudra voir avec nos élus. Juste pour terminer, pour souligner, je vais être très très rapide. À contrario, un pays voisin qui n'est pas présent. Le Madagascar, avec lesquels effectivement là pour le coup la coopération est beaucoup plus difficile qu'avec Maurice ou avec les Seychelles. Donc, à souligner, en opposition, en remerciant, voilà, les collègues de Maurice et des Seychelles. Je laisse la parole sur les soins. Allez-y. Merci à Jacques Navron pour sa question, parce que c'est le cœur d'un réseau aussi. Le cœur d'un réseau, c'est qu'est-ce qu'on veut partager, quoi. Alors, je suis d'accord avec lui, c'est pas forcément l'harmonisation des mesures de répression. Le cœur du sujet, c'est ce qui a été exposé au début du colloque. C'est dire que, alors, je vais revenir au début du colloque. Donc, c'est où on se place
entre le respect de la réduction des risques et la répression. Alors c'est cette articulation, c'est autour de ça que c'est là qu'est le sujet essentiel. Hein. Et le respect l'un de l'autre. Et alors je vais revenir justement sur ce qui pourrait être un modèle, mais c'est un modèle à géométrie variable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'ai commencé à travailler sur l'addiction au début des années 2000. Au moment où a été mis en place la MILT, qui est devenue depuis la MILT-DK, qui était justement, et là on est au cœur du sujet, de travailler dans le respect de chacun, et chacun à sa place, hein, sur la partie soin, respect du soin, et la partie répression. Et les orientations de la répression au moment où on crée la MILT, c'est justement d'arrêter de faire la course aux petits consommateurs et de s'attaquer aux gros bonnets des banlieues, et c'est ça le vrai sujet. Alors donc je pense que c'est ça le cœur de ce que pourrait être le réseau, c'est-à-dire qu'on est donc le respect du consommateur qui est un patient, qui est en souffrance, hein, même s'il deal un petit peu autour, en fait c'est pas le vrai sujet, et on a un petit peu de mal avec la police, je suis désolé, mais effectivement l'orientation de la MILT, c'est d'aller chercher les gros bonnets dans les quartiers, et c'est pas, alors c'est compliqué certes, hein, mais la personne qui roule sans revenu en BMW avec des chaînes en or partout, hein, sans aucun revenu, voilà, c'est ça le vrai sujet de la répression. Mais pour l'instant, on a un petit peu de mal toujours à y aller. Il y a toujours ce souci à aller vers ce qui est plus facile. On a parlé de la politique du chiffre qui a été instaurée à un certain moment, qui a effectivement. Alors je vous interromps juste. C'était le propos de la table ronde d'hier sur laquelle nous sommes intervenus avec le procureur, et mon propos a été principalement et exclusivement sur le trafic. Et non pas sur les usagers. Oui, voilà. Donc la difficulté est peut-être effectivement de lutter contre les trafiquants, puisque c'est quand même l'objectif, et c'est ce que j'ai exposé hier, c'est que ça prend du temps, et que effectivement il est plus facile pour un policier tout seul d'interpeller quelqu'un qui va avoir un rouleau de Zamal que de démanteler un trafic de stupéfiants. Voilà, donc je suis rassuré et je n'ai aucun... C'est un objectif de la police. Aucun doute sur vous. Il y a eu juste un moment, il y a eu un creux dans la MILT avec un président de la MILT qui est revenu sur la politique du chiffre, et ça a été assez délétère. Et c'est pour ça que je parlais de temps à géométrie variable, parce que la MILT, dans son impulsion de départ, était très claire. Elle s'est creusée un moment dans cette politique du chiffre, et heureusement, elle redevient sur des bases plus saines. Et donc il y a un nouveau projet MILT-DK qui va sortir, dont j'ai pour l'instant des prémices, mais qui va bien dans ce sens-là, c'est très très clair. Alors je dis à géométrie variable, parce que quand j'étais dans ce poste, donc à l'ambassade de Madagascar, j'ai participé aux deux colloques organisés par CUN. Et je leur avais dit, mais ça serait bien de faire venir la MILT. C'était la MILT ou la MILT-DK, je sais plus si c'est la MILT-DK. Ouais. Un de ce représentant est à votre gauche. Ouais. Donc c'était bien de faire venir la MILT-DK, et elle était réticente parce que c'était une période justement où on était un peu au creux de la vague dans la matière, trop répressif et pas assez tourné santé. Et voilà, et j'arrive quelques années ici après, hein, et c'est l'écroulement de la stratégie de Maurice qui était à la pointe, et donc nous qui nous repositionnons. Donc c'est pour ça que c'est à géométrie variable. On voit bien le cadre de ce que peut être le réseau, mais c'est très fluctuant et très fragile d'un côté comme de l'autre. Mais je vais passer la parole à la salle. Je crois que Cathy Pomard veut poser une question, mais moi je voudrais juste rajouter un point par rapport à la discussion qui a lieu en ce moment. C'est qu'effectivement, le pire serait d'opposer l'interpellation de Jacques Navon ou de Patrice Henry sur comment on fait une coopération autour des questions de santé aux autres. La table ronde devait réunir trois. Il y avait lutte, harmonisation des droits et prise en charge. Effectivement, il faut arriver à travailler ces trois aspects, ne serait-ce parce que je crois que c'était autour du SAF qu'il y avait une grande diapositive où on montrait ce qui était caché, ce qui était visible dans l'iceberg, ne serait-ce que parce que, quelle que soit la qualité des interpellations, on sait bien que dans l'addiction, ce qui est vu est peanuts par rapport à ce qui est caché, hein, et que donc tout l'intérêt du travail, de laisser circuler aussi les outils de soins et les outils de prise en charge complémentaires, c'est justement que l'action de l'un ne disqualifie pas l'action de l'autre, et d'arriver à faire que localement, sans se disqualifier, elle se complète. Une partie de l'échec de nos politiques publiques, c'est cette maladie que nous avons de disqualifier l'action de l'un par l'action de l'autre, et du coup, de ce que l'on gagne d'une main, le perdre de l'autre. Et je crois que vous avez sur cette zone, avec les particularités de cette zone, le même travail petit à petit que l'on a tous à faire à d'autres endroits. On n'est pas meilleur à un endroit qu'à un autre. On a tous ce boulot-là à faire sur cette question des addictions.
réflexion, que les approches soignantes dans leur diversité ne disqualifient pas les approches de maintien de la loi dont chaque pays fixe le niveau qu'il veut, hein, et de l'autre côté que ces actions de maintien de la loi ne viennent pas casser et empêcher, et on l'a vu de façon exemplaire, autour des programmes de réduction des risques, autour, on va pas refaire toutes les thématiques qui sont succédées, mais qui ont montré comment parfois l'un venait empêcher l'autre de fonctionner correctement. Je trouve que c'est une des réussites de ce colloque, d'avoir commencé à ouvrir des pistes, et s'il y a un intérêt dans un réseau régional, c'est effectivement de mettre l'ensemble de ces éléments en discussion avec des interlocuteurs qui ont envie de travailler les agencements et pas envie de travailler les points de blocage. Ça me paraît possible. Juste, j'en profite pour me donner la parole pour deux petites précisions, enfin une précision et une remarque. La précision, c'est quant à l'absence d'un collègue sur le volet un peu juridique de Madagascar. On a la plus grande difficulté du monde à identifier. Non, mais je suis persévérante et on va continuer. On finira par trouver. On a déjà jeté quelques pistes tout à l'heure en discutant, donc on finira par identifier un interlocuteur juriste. Et peut-être pour compléter ce que disait à l'instant Jean-Pierre Coutron, je pense que ce qui nous a semblé important, c'est de réfléchir aussi sur le volet de la coopération au plan juridique, au juridique judiciaire au sens très large, parce que il nous semble dommageable, et c'est la remarque que je faisais tout à l'heure quand on parlait de réseau addicto océan Indien. Si on met derrière addicto que les soignants, ça me semble un petit peu dommageable parce que les deux approches sont nécessairement liées. On a eu des questions tout à l'heure du docteur Youssouf ou d'autres questions de gens qui nous disaient oui mais chez vous c'est une substance interdite, chez moi non, il part d'un côté, il arrive à l'autre. Donc il y a bien quand même un travail de réflexion autour des différentes législations. Parfois l'usage est réprimé, parfois pas, parfois c'est que le trafic. Et puis qu'est-ce qu'on définit comme stupéfiant d'un côté, de l'autre? Et je pense que si on ne se pose pas ensemble les questions, à la fois les soignants, mais enfin, également ceux qui sont du côté juridique, qui sont praticiens du droit ou qui réfléchissent sur le droit, peu importe, on n'avancera pas. Et l'enjeu, c'est aussi par rapport à ce qui a été dit, finalement, la chimie, qu'on est en panne, est-ce que c'est réprimé? Pas, selon les endroits, c'est pas forcément évident. Et donc évidemment, on exploite ce filon-là. Je pense que c'est important de ne pas séparer les deux approches et qu'un temps de réflexion aussi sur les différences en termes de droit pénal de fond. Qu'est-ce qu'on appelle un stupéfiant? Qu'est-ce qu'on réprime? L'usage ou pas l'usage? Le trafic ou pas le trafic? Et un temps de réflexion aussi sur la procédure. Parce que ça paraît rien la procédure, mais si on s'y prend mal, eh ben, tout ce qu'on peut mettre en place ou ce qu'on peut identifier d'un côté va tomber, se casser la figure, et donc ça sert à rien tout le travail qui est mené. Et je pense qu'on peut pas faire l'économie d'une réflexion collégiale, c'était un peu l'enjeu du colloque, pour aborder ensemble de manière satisfaisante un vrai réseau efficace sur la zone océan Indien, qui devrait, j'en suis convaincue, aller progressivement, ne braquer personne, parce que quand on voit les peines qui sont prononcées dans certains endroits, effectivement, on est loin de nos problématiques de dépénalisation ou de contraventionnalisation, mais en même temps, essayer d'aller ensemble dans le même sens. Donc ça prendra sans doute du temps, mais je pense que la réflexion collégiale peut démarrer assez vite. Voilà. Deux secondes. Et pour les gens qui sont derrière. Oui, pour illustrer tes propos, Cathy, sur le fond, bien d'accord, mais il me semble qu'il y a une personne qui pourrait, dans chaque, en tous les cas pour la Réunion et pour Mayotte, Brianne Touré est là pour Mayotte. Il y avait Gilles Trémont qui occupe les mêmes fonctions à la préfecture de la Réunion, qui est, je crois, responsable de la cohésion sociale et de la MILDECA. Il faut savoir que les présidents de la MILDECA, ils sont, ils chapeautent plusieurs ministères, une dizaine au moins. Ils sont directement sous l'autorité du Premier ministre, justement pour éviter ce qu'on voit pendant ce colloque, le côté juridique, ou pénal, qui est pas forcément en accord avec le côté soin. Donc la MILDECA a un rôle très important. La première, c'était Nicole Maestracci, qui était magistrate, juge des enfants, si j'ai bonne mémoire, et qui a autorisé la réduction des risques.
comment dire. Et effectivement, il y a eu des médecins après. Il y en a un nouveau maintenant, Nicolas Pris. Madame Danielle Jourdain-Méninger, qui nous a fait l'honneur de venir déjà 2 fois à la Réunion, enfin à l'époque. Comment dire. Elle aussi, elle était dans IGAS, elle était dans ce trip-là. Par contre, Monsieur Étienne Appert, lui aussi magistrat, avait quand même dans son discours d'intronisation consacré 98% du budget de la MILD à la répression. Donc je crois qu'il faut trouver un équilibre là-dedans, et il faut qu'on se saisisse de ces personnes qui sont représentants de la MILDK dans tous les départements, pour être éventuellement, vu qu'ils ont du pouvoir en même temps sur la répression et l'aspect éventuellement législatif, ça je ne sais pas, mais au moins sur tout ce qui est répression, douane, police, etc., gendarmerie, et en même temps qui peuvent être force de proposition pour la cohésion sociale et le soin. Donc je pense que si on fait un réseau, océan Indien, ça pourrait être une des personnes qui coordonnerait en tous les cas, avec qui il faudrait travailler à minima, voire même qui pourrait peut-être coordonner, puisqu'il a cette double compétence et qui représente l'État. Voilà. C'était pour aller dans ton sens. Hein. Merci. Alors, juste pour rebondir, c'est vrai que sur la MILDK, effectivement, localement, on peut chapeauter la coordination entre tous les services médicaux, sociaux, judiciaires ou policiers. Et c'est vrai que dans un cadre après de coopération dans l'océan Indien, il faudra à tout prix prépasser par la MILDK au niveau central. Après, pour cette coopération, parce que nous, avec nos maigres Orblov, avec Michael Geslou, on gère un peu notre coordination localement. Et clair qu'après, avec Madagascar, les Comores ou d'autres îles de l'océan Indien, effectivement, ça sera forcément après un niveau central où là, après, sur la dimension coopération pour intervenir. Alors, juste, je pense que ce n'est pas qu'une question de budget, si je peux me permettre. Et ce qu'attendent beaucoup de gens, enfin moi j'ai pas mal discuté dans les coulisses du colloque, ce qu'attendent beaucoup de gens, c'est que la coopération dépasse des relations interindividuelles. C'est-à-dire, on se connaît, ça marche bien, ça fonctionne, et le jour où un tel part, ça tombe, quoi. Et donc que ça dépasse les relations interpersonnelles pour être quelque chose de plus institutionnalisé. Alors, juste, il y a 2 questions, une là, et pendant que le micro circule, juste rappeler que le président de la MILDK, le nouveau président, dans les objectifs, et peut-être d'entre vous auront l'occasion de le rencontrer la semaine prochaine, mais dans les objectifs qu'il a donnés à son mandat, c'est la réorganisation des politiques territoriales. Donc vous êtes sur un sujet qui, alors là pour le coup au niveau du territoire, vous avez quoi de lui dire. Et effectivement l'intérêt d'une approche par la MILDK, elle a parfois été attaquée parce qu'on pensait qu'elle pouvait nuire, nous soignants, à l'approche santé, mais pour nos collègues, l'intérêt dans la politique française de cet organisme qu'on appelle la MILDK, c'est qu'il est interministériel, donc il y a des représentants du ministère de la Santé, du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, et bien évidemment aussi des Affaires étrangères et de la diplomatie, et donc on a là un outil qui peut permettre de poser l'ensemble de ces questions que vous posez sur un territoire donné. Voilà, mais il y avait deux questions, donc une ici, et après ça remontera. Alors, c'est pas une question et ça va être une remarque. Je me présente d'abord, Michael Geslou, donc je suis l'adjoint au sous-préfet à la cohésion sociale et la jeunesse à La Réunion, à la préfecture de La Réunion. D'abord, j'excuse Monsieur Haudebert qui devait être présent, retenu de manière sur injonction en fait de notre supérieur à tous. Donc, il a dû se rendre à un rendez-vous. Bon. Nécessaire. Je voudrais simplement dire, concernant la MILDK, puisque j'ai en charge, moi, l'organisation, en fait, des orientations, je dirais, de la MILDK au niveau régional. Ce qui se passait, et ça depuis le mois de mai 2017. Ce qui se passait jusqu'à présent, sur ces dernières années, la MILDK, la vision territoriale qu'il y avait se centrait autour de l'appel à projet et de la dispensation, effectivement, d'un certain nombre de fonds pour des actions. Lorsque j'ai pris le poste, avec effectivement l'accord de Monsieur Trémont, il a été décidé, et c'est ce qu'on va défendre, je dirais, dans notre, et ce qui est repris au niveau national, j'ai envie de dire, ce qui va être discuté dans une visioconférence avec la MILDK elle-même d'ici 10 jours, c'est d'une part
eh bien de construire. Alors je sais que vous n'avez pas attendu cela pour construire, je dirais, un réseau, mais c'est nous on parle d'un réseau des acteurs de la MILDECA déjà sur le territoire de la Réunion. Ça veut dire que il faut mettre une énergie à pouvoir. Alors pour nous, la première étape, c'est quand même ce colloque, puisqu'il réunit, on l'a introduit effectivement comme tel dans cette animation régionale. Et financé et qui n'existait pas jusqu'à présent, hein, qui n'existait qu'autour de l'appel à projet, ce qui était bien regrettable. Et puis le deuxième volet qui est et qu'on va discuter avec la MILDECA en centrale, c'est la question de l'ouverture de la Réunion sur son espace géographique proche. Et donc ces discussions, on va les avoir très rapidement d'ici 10 jours, et on reviendra effectivement dans le cadre du réseau MILDECA des acteurs de la Réunion, dire effectivement où on en est, les possibilités qu'on peut avoir là-dessus. Voilà, c'était tout. Merci. Peut-être juste le temps que le micro monte pour rappeler que la MILDECA et les fonds répartis par la MILDECA, effectivement, entre les services centraux et les localement au niveau géré par la préfecture, sont alimentés par le fonds concours drogue. Le fonds concours drogue, il est alimenté par toutes les luttes contre le trafic de stupéfiants. Voilà. Donc, à un moment, là, pour le coup, la répression rejoint, puisque les appels à projets concernent effectivement les associations, puisque les services de police en font très peu. Mais vous savez que si l'État avait du courage, il alimenterait la prévention et largement aussi la répression par les taxes sur les produits, mais comme il ne veut pas le faire, du coup, on se bat pour le petit fond de ce que vous arrivez à attraper. C'est bien dommage. Mais sérieusement, c'est bien dommage. Il faut qu'on continue, sinon vous en aurez plus. La réserve financière, elle est là. Le jour où l'État appliquera les taxes qu'il doit appliquer sur les marchandises que sont les drogues, et où il les reventilera sur les acteurs qui font la lutte, que ce soit sur la partie répression, sur la partie justice ou sur la partie soins, je veux dire qu'une partie des problèmes que nous avons aujourd'hui serait miraculeusement réglée. Mais hélas, bravo, monsieur, ne fait pas ses choix. Parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est même plus large. On pourrait l'élargir à la question de la fraude fiscale et voilà. Bon, mais c'est le même problème fondamentalement. Je voudrais juste faire deux remarques très rapides. Une première qui était sur l'organisation même du colloque. Très intéressant de croiser tous les regards. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Il me semble que ça aurait gagné à croiser aussi d'autres regards. Alors d'abord dans la sphère scientifique, des regards sociologiques, des regards historiques. Il me semble que ça a été, moi j'ai vécu ça comme une surreprésentation du juridique et du policier, et une sous-représentation. Le médical était là, une sous-représentation du social. Il me semble que si on veut avoir une approche la plus complète possible de ces problématiques-là, une approche historique serait intéressante, car si on prend les lois, n'est-ce pas, que les lois sur la prohibition, ils ont été prises dans un contexte historique avec des rapports de force à l'époque. Il me semble que si on ne les aborde pas, on ne prend pas la question dans sa totalité. La deuxième remarque, et là c'est une vraie surprise, c'est le fait qu'on n'ait pas du tout abordé dans ces 2 jours une expérience qui dure depuis 2001 au Portugal, qui est quand même une expérience révolutionnaire et qui montre beaucoup de choses. Donc en 2001, le Portugal a décidé de dépénaliser toutes les drogues, l'usage de toutes les drogues, sans sortir de la convention dont on a parlé en début d'après-midi, parce qu'ils avaient un gros problème de consommation d'héroïne à l'époque. Pour ceux qui y sont allés avant 2001, je pense qu'il suffisait d'aller dans la rue pour le voir, ce problème-là. À l'époque, ils se sont fait taper sur les doigts par la communauté internationale en disant vous faites, c'est une folie de ce que vous faites. 16 ans après, ils ont diminué par 2 la consommation d'héroïne, en passant de 100 000 à 50 000 usagers. Ils ont divisé par 2 les incarcérations des trafics. Donc si on veut lutter contre les trafics, il faut dépénaliser, en passant de 40% des prisonniers qui étaient liés à la consommation de drogue ou à la vente de drogue à 20%. Et ensuite ils sont passés les overdoses de 80% de 80 par an, à 16 par an. Bon. Tout ça pour dire qu'il existe déjà un exemple
concret, pratique, de dépénalisation, que si on veut vraiment lutter contre le trafic, je m'adresse ici particulièrement aux forces de police, si on veut vraiment lutter contre le trafic, si c'est réellement le but, si on veut vraiment améliorer la santé publique, alors il faut au minimum dépénaliser. C'est pas idéologique ce que je dis, c'est pas quelque chose de, même pas d'engagé politiquement, c'est ce que montre l'expérience portugaise. Et le fait qu'on n'en parle pas, à mon avis, on dit beaucoup de choses. Du fait qu'on ne l'ait même pas mentionné, dit beaucoup de choses du tabou qu'il y a autour de cette question-là. Voilà, c'était simplement ce que j'avais envie de dire. Je voudrais finir juste par une phrase qui a été prononcée par un ancien directeur de la DEA, qui est donc la principale agence de lutte anti-drogue américaine, qui déverse chaque année des milliards pour lutter contre le narcotrafic, avec les résultats fabuleux qu'on observe en Amérique latine. Ce monsieur, à la fin de sa vie, a dit une chose. Il a passé toute sa vie à combattre de manière très répressive la drogue. Il a dit: le combat contre la drogue est un combat perdu d'avance, car c'est un combat contre la nature humaine. Voilà. Donc je vous remercie. Merci. Juste, effectivement, je ne sais pas s'il y avait un complot pour cacher l'expérience portugaise, mais pour être de ceux qui l'ont, pour être de ceux qui l'ont largement défendu, c'est vrai que je me dis c'est étrange qu'à aucun moment on l'ait sorti. C'est une expérience qui à l'intérieur des conventions actuelles et de l'ensemble des procédures actuelles a donné d'excellents résultats. C'est incontestable. Moi, j'ai envie juste, pour conclure, de monter encore d'un dernier étage en disant ce qui est étonnant dans la politique des addictions, c'est que c'est une des politiques évaluées dont on voit l'inefficacité chronique depuis X années, et c'est un des domaines où, malgré l'inefficacité mesurée d'une politique, on la reproduit quasiment à l'identique ces dernières, sur le même cycle. Et c'est une des questions mystérieuses de l'addiction. Par quelle fatalité fait-on qu'on préfère maintenir une politique qui ne marche pas plutôt que de prendre le risque d'aller vers d'autres politiques dont on pourrait penser qu'elles marcheraient mieux, même si on veut être prudent, on pourrait mettre tous les conditionnels de la langue française. Pourquoi dans ce domaine-là, l'évidence-based médecine, l'évidence-based scientifique qui nous est imposée pratiquement dans tous les autres domaines, pourquoi dans ce domaine-là, elle ne s'impose pas? Ça fait partie des mystères, mais là, il faudrait revenir peut-être au début du colloque, l'anthropologie, l'histoire, la philosophie, la science, et savoir à quel mystère de la nature humaine résiste l'addiction, et ça peut rejoindre peut-être une partie de votre conclusion. Peut-être une précision par rapport à votre remarque et à la réaction de Jean-Pierre Coutron. Moi, sur l'historique du colloque, on pourrait en reparler avec Alice et David et William. On avait beaucoup d'ambition, notamment d'intégrer plein d'approches. Donc on a effectivement eu l'approche anthropologique, on voulait l'approche historique, on voulait l'approche économique. Les 2 jours ont été très riches. C'est compliqué de faire tout rentrer. Donc comme on l'a dit, c'est un premier événement. Après, honnêtement, c'est vrai que pour le Portugal, on en a beaucoup parlé, puis finalement personne l'a dit. Donc voilà, je pense qu'on s'est dit aussi que c'était la question de la dépénalisation qui était beaucoup traitée au niveau national et qui nous semblait aussi important d'expliquer qu'il y avait d'autres possibilités d'agir que même la dépénalisation. Mais vous faites bien de le signaler pour que ce ne soit pas l'absent de cet exemple, effectivement, que ce soit pas l'absent de ce colloque.